merci. C'est un plaisir d'être parmi vous après déjà 2 jours de colloque à Montpellier. Alors, le numérique, vous entendez parler de ça partout. On vous dit c'est le monde, c'est la terre promise, il y a les smart cities, etc. L'Union européenne a publié un machin totalement emphatique. Il y aurait 240 villes intelligentes en Europe. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dans la conception occidentale, dans la conception mainstream, dès qu'il y a un petit bout de technologie, dès qu'il y a un Wi-Fi, comme ici, là, il y a un Wi-Fi haut débit, là, ça y est, c'est une ville intelligente et le monde merveilleux est atteint. Donc, dans la conception occidentale, la ville intelligente, c'est la ville qui connecte à tout grâce au numérique. Si vous regardez comment alors c'est vrai que le numérique offre des tas de possibilités absolument considérables. Mais dans ces possibilités considérables, il y a le meilleur et le pire. Quand on va dans les pays émergents, quand on va en Chine, quand on va en Inde, quand on va en Amérique latine, quand on parle de ville intelligente, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent la ville, ils regardent les problèmes de politique. En Chine, ils vont parler de la ville intelligente comme les problèmes de gaspillage énergétique et de pollution. En Amérique latine, ils vont parler de la criminalité et de la pauvreté. Donc ils parlent de problèmes globaux. Nous, on aborde la question par la technologie. C'est 2 visions différentes. On a une vision incrémentale, on ajoute des technos, puis tout ça, vaille que vaille, va te mettre de l'intelligence, alors que les émergents pensent la ville comme un système cohérent. Et c'est eux qui ont raison. Les Chinois ont leur stratégie qui est fixée depuis très longtemps, ont adopté la politique que formulait déjà Lénine dans les années 20, c'est-à-dire nous allons acheter aux capitalistes la corde qui va nous permettre de les pendre. Donc ils ne se posent pas le problème de la maîtrise de la technologie, ils se posent le problème de l'intégration de la technologie dans une pensée globale de quelque chose qui s'appelle la ville. Alors la ville, qu'est-ce que c'est? La ville, historiquement, il faut se référer à l'histoire, la ville, ça a toujours été corrélé avec le développement. Il n'y a pas de développement sans ville, le développement de l'Occident, de l'Europe, ça c'est fait par les villes. Les villes, c'est la connexion entre activités économiques, entre l'agriculture, l'industrie, le commerce, la banque, l'université. Les villes créent des synergies entre activités économiques. Donc, ça renvoie également au travail d'Eric Reinert sur le développement économique. Et ça crée ce phénomène des rendements croissants, selon ce modèle qui avait été formulé par von Thunen au début du XIXe siècle, avec la ville-centre, avec les activités à plus forte synergie, et puis on allait vers des activités à rendement décroissant, les cultures maraîchères, et ainsi de suite, vers les cultures extensives. Donc on avait cette cohabitation de zones, ce qui avait inspiré Fernand Braudel, qui en avait formulé la théorie des économies mondes, la cohabitation des économies mondes. Si vous regardez une ville médiévale, que ce soit en France, partout, vous voyez que cette ville, elle a une logique. Elle a une logique, c'est-à-dire il y a un centre commercial, il y a un centre politique. Chaque rue, quand elle a été dessinée, il y avait du sens pour s'abriter du soleil, pour s'abriter du vent, en fonction des cultures, en fonction des courants commerciaux, en fonction de l'organisation sociale. Et pourtant, il n'y avait pas d'architectes, il n'y avait pas de grands penseurs. Il y avait des règles d'urbanisme, mais qui n'étaient pas formalisées. Les règles d'urbanisme, elles étaient dans les codes culturels. Donc le christianisme a structuré la ville. Vous allez dans la ville arabe, l'islam a structuré la ville. Mais vous voyez une ville ancienne, une ville arabe, vous allez par exemple sur les hauteurs de Fès, au Maroc, vous voyez, il y a une logique autour du cours d'eau pour organiser l'activité économique. Après, la culture, la religion va structurer les liens sociaux. Donc ces villes, elles étaient intelligentes, et l'intelligence, ça veut dire quoi quand on parle de système complexe? C'est la capacité à apprendre. Alors l'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est il y a une cause qui a un effet, cet effet, il a une rétroaction sur la cause. Et en fonction de cette rétroaction, j'apprends, et donc j'apprends à corriger des défauts et à rendre mon système plus solide, plus cohérent. Pour ça qu'aujourd'hui, confronté à cette complexité, on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'imitation de la nature. La nature, c'est un travail très intéressant de Janine Benyus aux États-Unis.
qui a écrit ce livre il y a déjà quelques années, ce Biomimicry, quand il est traduit en français par biomimétisme. Elle a remarqué que la nature, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Elle a eu à résoudre des tas de problèmes complexes. Bon, et elle a créé des formes très complexes, très résistantes. Bon, une coquille d'huître et le nacre. Le nacre, c'est un matériau très très résistant et ça s'est fait sans chauffer, sans processus chimique extrêmement lourd comme nous on ferait. Si vous voulez fabriquer du nacre, on va chauffer, on va employer des procédés extrêmement intrusifs. Or, la nature, rien que par des transformations chimiques calmes, eh bien, elle a fabriqué des matériaux très résistants. Le corail, les récifs de corail, les termitières qui résistent au feu, aux inondations. Bon, elle a défini des systèmes très très résilients. Donc, le but, c'est d'arriver à comprendre comment on apprend et comment, en fonction de ces interactions entre la cause, l'effet, le feedback, le retour d'expérience, on va améliorer la complexité du système. La ville médiévale, si vous lisez les histoires de la ville, que ce soit chez Fernand Braudel, que ça soit chez Lewis Mumford, vous voyez qu'il n'y avait pas d'architecte, mais il y avait un code culturel partagé par tous les habitants qui faisait que même sans plan d'urbanisme, on savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Bon, tout ça, ça disparaît au XIXe siècle avec ce qu'on appelle la mort de la distance. La mort de la distance, et on peut connecter tout avec tout, même si ça prend du temps, mais la première mondialisation, celle du XIXe siècle, dès qu'il y a eu les premiers câbles transatlantiques, les bateaux à vapeur, on a commencé à faire du transport à longue distance, et à dissocier les zones d'habitat industriel avec la croissance de la population, le développement de la classe ouvrière et de la grande industrie, avec des zones économiques, des zones d'habitation, et puis des flux extrêmement polluants entre les deux. Donc, cette dysfonctionnalité dans l'habitat, que l'on connaît aujourd'hui, elle naît au XIXe siècle avec la mort de la distance. Enfin, aujourd'hui, on a à résoudre ces problèmes parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la population urbaine, qui est de l'ordre d'un peu plus de 50% de l'humanité, elle va passer dans les 30 ans à venir à quasiment 80% de l'humanité. Donc on va avoir une croissance urbaine extrêmement forte avec des problèmes de pollution. Alors on n'a même pas besoin de lier ça au climat. Le climat n'a pas rapport. Vous pouvez être climato-sceptique, ça change absolument rien au problème. Le problème, c'est de la consommation d'énergie, de la pollution et des externalités négatives. Prenez la ville de Mexico. La ville de Mexico, c'est 21 millions d'habitants et c'est un temps de transport moyen de 4 heures par jour. Alors, supposons qu'un habitant sur deux doive faire un transport domicile-lieu-travail, donc ça fait 40 millions d'heures perdues par jour. Alors c'est 40 millions en embouteillage, c'est 40 millions en stress et en temps perdu, parce que 4 heures dans les embouteillages, vous ne faites rien. C'est du stress, c'est de la pollution, c'est du temps qui n'est pas passé à s'occuper de la famille, à élever les enfants, etc. Bon, tout ça, c'est un gigantesque gaspillage. Donc, de toute façon, ce type de développement n'est pas soutenable, soutenable au sens du vieux français, c'est-à-dire ne peut pas durer dans le temps, et on va tomber sur des impossibilités, et c'est ce que remarquent les Chinois, on ne peut plus laisser se développer ces mégalopoles, comme Shanghai, Pékin, c'est 24 millions d'habitants, bon, ça n'est plus gérable. Alors, ça n'est plus gérable parce qu'on a aussi, ça a été fait par des mathématiciens, des physiciens au Santa Fe Institute, ils ont rassemblé ils ont modélisé toutes les données de la croissance de toutes les villes dans le monde, que ce soit des pays développés où on voit de développement, ou sous-développés, et on voit qu'il y a une constante, il y a un effet de rendement croissant dans le développement d'une ville. C'est-à-dire le kilomètre d'infrastructures complémentaires est moins cher que de construire une nouvelle ville. Donc il n'y a rien qui va s'opposer à la croissance d'une ville.
C'est une loi qu'on ne retrouve pas dans une entreprise. Une entreprise, quand elle grossit, elle grossit, elle grossit. Il y a un moment où les gens ne peuvent plus communiquer. On se dit, ben voilà, je vais faire des filiales, je vais faire des groupes centraux, je vais faire des grappes d'entreprises. Et ça ne s'impose. C'est pas du tout une nécessité pour la ville. Mais cette ville, ce phénomène de rendement croissant, il va s'appliquer aux externalités positives. Là, les externalités positives, c'est les opportunités économiques. Pourquoi vous vivez en ville? C'est parce qu'il y a des synergies, parce que vous avez des activités industrielles, commerciales, culturelles, que vous n'auriez pas à la campagne. À la campagne, vous auriez d'autres bénéfices, vous n'auriez pas les bénéfices de la vie urbaine. Donc, la ville va croître pour ça, mais elle va développer les externalités négatives, c'est-à-dire la pollution, la drogue, la criminalité. Donc, il faut, dans la conception de la ville, ce dont on s'aperçoit qu'il va falloir définir un moment où s'arrête la ville, et comment organiser la croissance entre la ville et sa périphérie. Donc il faut pouvoir penser la ville comme un écosystème. Alors un écosystème, c'est un système qui a des propriétés c'est-à-dire qu'il est capable de redéfinir en permanence ses lois de fonctionnement. Comme la ville médiévale. La ville médiévale, c'était un écosystème. Elle se réinventait en permanence. Il y avait un problème. On tirait les leçons de ce problème et puis on actualisait les règles de fonctionnement de la ville, comme dans le cas des systèmes naturels. Alors c'est ce qu'on appelle le développement organique de la ville. La ville qui va croître et vivre comme un système vivant. C'est-à-dire c'est les gens qui vont être capables de délibérer, de s'organiser spontanément parce qu'il y a ce qu'on appelle un pattern culturel, c'est-à-dire une sous-couche de culture commune qui va permettre de traiter les problèmes sans qu'il y ait besoin de règles explicites officielles, même si on va voir il va y en avoir besoin. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir développer parce que ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que tous les systèmes de développement urbain qui se font, comme on dit dans le jargon, top-down, c'est-à-dire qui sont conçus de manière descendante. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que de cette manière-là, on n'est pas capable de comprendre la complexité. Vous avez beaucoup de théoriciens. Le premier théoricien, c'est Thomas More, 1517, je me rappelle bien, l'Utopia. Alors Thomas More, il disait quand même l'utopie, la définition même du mot utopie, c'était une société qui n'est pas faite pour exister. Mais tout ce courant de l'utopie s'est développé justement autour de la ville parfaite. Vous avez Tommaso Campanella, le révolutionnaire napolitain, qui est début du XVIIe siècle, qui écrit la De Civitas Solis, la cité du soleil. Déjà, pour faire une cité parfaite, il faut limiter sa taille. Ils observent qu'au-delà, en gros, vous retrouvez toujours ce chiffre, au-delà de 20 000 habitants, vous ne contrôlez plus les interactions et vous ne pouvez plus comprendre ce qui se passe, donc il faut faire des grammes de 20 000 habitants. Et la conclusion, comme il n'arrivait pas à concevoir la ville comme un système organique, c'est-à-dire il fallait, pour faire une ville parfaite, il fallait des gens parfaits. Et le Tommaso Campanella, qui était un révolutionnaire, c'était un horrible gauchiste, il arrivait à une conclusion qui était l'eugénisme. Il fallait sélectionner des bons citoyens. Le mouvement suivant, c'est au XIXe siècle, c'est Theodor Fichte, c'est le père de l'antisémitisme moderne. C'est-à-dire il faut des gens parfaits. Donc, j'enlève les juifs, naturellement, qui vivent à part, etc. 2 ans après, Fichte, vous avez Ebenezer Howard, en Angleterre, aux États-Unis, qui lance le mouvement des cités-jardins. Les Garden Cities, qui étaient les Gartenstadt en Allemagne. Alors, les Garden Cities, il y avait la cité industrielle qui polluait, la cité d'habitation, et entre les deux, on mettait le troisième aimant, qui était la cité-jardin. Je mettais de l'espace vert. Mais c'était pas du tout, c'était un modèle qui était fixe, c'était pas du tout conçu pour pouvoir évoluer. Donc c'était pareil, c'était conçu pour 20 000 habitants, s'il y en a 21 000, ça marche plus. Donc ce modèle de cité-jardin, conçu par un cerveau supérieur, ne fonctionne pas. Donc si on veut concevoir des villes qui soient intelligentes, où les gens ont du pouvoir sur leur vie, il faut que ça soit conçu de manière organique, c'est-à-dire bottom-up, c'est-à-dire à partir de la vie des gens. Il faut que, en fonction des problèmes qu'on rencontre dans la vie courante, et l'évolution de ces problèmes en fonction de la technologie, en fonction du climat, en fonction de tout un tas de données, on soit capable de faire évoluer cette vie. Alors dans le mouvement aujourd'hui que l'on a sur les Smart Cities, qui est lié au développement de l'économie numérique, ce qu'on appelle l'e-économie, c'est-à-dire l'économie est basée sur l'information,
Je vous renvoie au livre qu'on vient de sortir sur l'intelligence économique, les nouveaux modèles d'affaires de la troisième révolution industrielle. Ces technologies numériques nous permettent de concevoir des choses qui sont totalement différentes et qui n'existaient pas avant. Bon. Alors, le truc dont vous entendez beaucoup parler, c'est le véhicule connecté. Le véhicule connecté, bien vous pouvez connecter. Alors, déjà, vous avez les systèmes de pilotage pour vous. Alors, vous avez tous des tom-toms, des machins comme ça, parce que vous recevez des informations. Mais votre véhicule, il va pouvoir aussi envoyer des informations. Il va pouvoir, par exemple, avec l'Internet des objets, il va pouvoir communiquer, il y aura des communications entre le véhicule et la maintenance assurée par le constructeur ou le concessionnaire qui va faire une évaluation en permanence de vos problèmes de maintenance du véhicule. Vous pourrez également, à terme, laisser la voiture se conduire toute seule, mais alors là, ça suppose qu'il y ait une communication parfaite avec l'environnement et que le système de pilotage de la voiture soit capable de traiter toutes les informations qui viennent de l'environnement. Et donc, comme vous ne pouvez pas, c'est des systèmes ouverts, vous ne pouvez pas dénombrer la quantité d'interaction avec votre environnement, il faut que ce système il soit dynamique, il soit capable d'intégrer sans arrêt des paramètres non prévus. Donc ça, c'est un temps de développement qui va prendre, on dit, 30 ans. C'est un marché important, c'est 500 milliards de dollars. Le marché des smart cities, c'est 400 000 milliards de dollars. C'est pour ça que tout le monde s'y intéresse, parce que c'est pas pour la pollution, la santé, c'est parce qu'il y a du fric. Soyons clairs. Bon, mais il faut que nous, les citoyens, on s'occupe de ces choses-là et qu'on ne laisse pas ça aux vendeurs de technologie. Parce que les vendeurs de technologie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils ont construit des villes qu'ils appellent Smart Cities. Il y en a une à Masdar, à Abu Dhabi. Un truc, c'est carré, donc c'est que de la techno, mais on ne peut pas vivre dedans. Ben, c'est fait pour le cadre sup, bac plus 8, 40 ans, 2 enfants, voilà. Bon. C'est pas fait pour qu'il y ait des pots, pour qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait des manifs. Et ils en ont construit une autre, ça c'est Cisco qui l'a construite en Corée du Sud. C'est Songdo. Alors Songdo, c'est soi-disant fait pour faire le business, c'est-à-dire pour favoriser les affaires. Ces villes ne sont pas habitées, parce que ce n'est pas des villes qui ont été conçues pour y vivre. Ce sont des démonstrateurs de technologie. On ne peut pas habiter dedans. Donc la question qui se pose, c'est comment on va partir de vraies villes avec des schémas de vie urbains normaux, que ce soit pour une ville nouvelle ou pour une ville existante. C'est plus difficile pour une ville existante. Et il va falloir y définir des règles de vie. Bon, je prends l'exemple de la voiture connectée que vous connaissez tous. La voiture connectée, eh bien, ça peut vous aider énormément pour connaître l'état de votre véhicule, pour anticiper une crevaison, pour conduire, pour trouver les itinéraires en temps réel, pour voir si c'est possible, si l'environnement est suffisamment balisé, par exemple sur un tronçon d'autoroute, pour faire ça, on peut le faire, on pourra le faire bientôt, ce qu'on appelle des délégations de conduite. Vous pouvez mettre le pilotage automatique et vous pouvez faire un petit roupillon. Bon, ça sera possible. Mais alors, il faut voir, il faut se dire, puisque c'est possible, il y a des choses non désirables qui seront possibles. La bonne nouvelle, ça va être la disparition des radars. Pourquoi les radars vont disparaître? Parce que le radar, il sera dans la voiture. Donc quand vous arriverez chez vous, vous recevrez l'amende par email, et ça, comme ça sera connecté à votre compte en banque, ça sera directement connecté, débité de votre compte en banque. Donc il y a un risque d'aboutir à la société de surveillance universelle. C'est ce qu'avait conçu Jeremy Bentham, 1824, le panoptique. C'est comme ça qu'on fait les prisons. Vous avez la tour centrale de surveillance où on surveille absolument tout. Donc ça, on peut le faire avec les technologies numériques. Ça, en ce moment, ce machin, ça envoie des données. Qu'est-ce que ça dit que ça dit que je suis là. On peut avec des algorithmes dire voilà, il y a Gilles Ardina, élément subversif, futur conseiller régional, il y a un chercheur au CNRS à la retraite, il y a ma mamie Guillaume qui est là. Voilà. Alors bon, en soi on s'en fout. Mais quand je dis voilà, pourquoi ils sont là pour parler de ça. Et donc avec les big data, on va faire des corrélations et on va en tirer du sens et des informations. Donc je peux surveiller tout. Alors le truc, c'est ça peut être l'application de base, c'est le marketing.
Maintenant, à chaque anniversaire, il y a un casse-burne qui m'appelle pour me vendre une assurance obsèque. Je dis non, merci, je n'ai pas de projet dans l'immédiat. Ça c'est bénin, ça. Hein. Pour les femmes, il y a les fuites urinaires. C'est vachement agréable. Parce qu'ils font des inférences. Quand vous allez souscrire un prêt immobilier, eh bien, on ne va plus vous demander, pour l'assurance, d'aller faire un examen médical qui coûte cher. On va faire des traitements. On peut dire, voilà, il a telle tranche d'âge, il a telle activité, il a tel type de comportement, donc je peux en inférer qu'il a tel taux de cholestérol et qu'il présente tel degré de risque. Alors, c'est pas précis, il y a une marge d'erreur, mais le coût de la marge d'erreur est inférieur au coût d'une information médicale spécialisée. Donc, toutes ces techniques sont très intrusives. Si vous avez utilisé, par exemple, le Google Maps, vous faites une randonnée et vous relevez, vous activez la fonction Google Maps, vous vous apercevez que Google a relevé tout le parcours de votre randonnée. On va savoir qui vous avez rencontré, on peut vous écouter, vous savez que ces machins peuvent être activés à distance, on peut vous écouter, même si c'est fermé, hein, ça s'active à distance. Donc c'est extrêmement intrusif, c'est extrêmement dangereux. Le seul moyen, c'est la cage de Faraday, donc le cage de Faraday, c'est votre congélateur. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas être écouté, vous mettez votre truc dans votre congélateur. Non. Alors, ça peut servir à plein de choses. On peut tracer les gens. Les collectivités locales, maintenant, achètent des prestations de services à Orange. Par exemple, Orange fait ça pour gérer les flux de touristes. Parce que ça vous donne également la nationalité. Vous connaissez la nationalité des gens. Vous allez pouvoir tracer leur parcours. Donc, si vous voulez organiser votre flux touristique pour des Chinois, pour des Japonais, pour des Allemands, vous allez avoir des sociotypes de comportements qui vont vous permettre de gérer votre parc hôtelier. Bon, vous savez que les Chinois, ils font le tour du monde en 2 jours, etc. Vous allez... mais ça, c'est des utilisations légitimes, mais on peut dire, voilà, il y a une bande de têtes de cochons qui se réunissent au Café du Dôme, donc ça peut devenir un outil de surveillance. Donc il faut qu'on puisse contrôler cela. Alors, le nombre de données qu'on va avoir à stocker va s'accroître de manière considérable, avec un phénomène qui est l'Internet des objets. Alors, vous connaissez l'Internet que vous utilisez vous, mais maintenant, les objets vont être connectés entre eux. C'est-à-dire ça, vous allez connecter ça directement avec votre voiture. Donc, c'est des flux de données qui vont être considérables. Donc, ces flux de données considérables, il va falloir les stocker, ce qu'on appelle les fermes de données. Et ça a un impact environnemental très élevé, parce que c'est ce qu'on appelle les data centers. C'est des très gros calculateurs, et ça va consommer de l'énergie, ça va produire de la chaleur, donc vous allez reconsommer de l'énergie pour le refroidir. Donc si vous n'avez pas une conception, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire où vous allez recycler les flux, eh bien vous allez recréer plus de problèmes que vous allez en résoudre. Donc ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est les data centers à énergie positive. Le premier va être mis en service en Suède l'année prochaine. Alors OVH fait ça à Roubaix, il n'est pas totalement énergie positive, mais on utilise la chaleur des data centers pour le chauffage urbain. On recycle cette chaleur. On essaye le plus possible d'être au moins à énergie nulle et ne pas recréer des nouveaux besoins énergétiques. Ça, c'est pour la question du bilan énergétique. Après, il y a la question du contrôle de ces données. Parce que, alors il y a un livre très intéressant qui vient de sortir là-dessus sur les algorithmes. Toutes ces villes vont marcher avec des logiciels. Alors le logiciel, il faut poser la question, qui va contrôler le code ? Alors il y a le problème des hackers, on peut mettre une ville en panne, et est-ce qu'il n'y a pas un Big Brother qui est en train de contrôler le code ? Là, je pourrais vous projeter la photo de monsieur Keith Alexander, le général Keith Alexander. Le général Keith Alexander, c'est le patron de la NSA, National Security Agency des États-Unis, qui écoute absolument tout. Il scanne vos mails et tout. Bon, il n'y a aucune confidentialité sur Internet. Et alors on le voit, la NSA, il est en son uniforme de général, et puis après là, il met son t-shirt de gauchiste, et puis il va dans un congrès de hackers pour recruter des hackers, hein, et pour infiltrer.
C'est-à-dire ils savent parfaitement jouer sur les objectifs stratégiques du contrôle du monde par les données et par les réseaux, et le côté libertaire, Internet, il n'y a plus d'État, etc. Bon, il y a toujours des gogos pour gober ça. Donc, alors, qui va avoir la propriété du système? Bon. Ça suppose que l'on développe de nouveaux moyens de contrôle démocratique. Qu'on ait par exemple des comités de citoyens tirés au sort qui soient capables d'auditer les lignes de code. Alors, auditer les lignes de code, ça peut se faire par un informaticien normal, peut aller regarder est-ce qu'il y a une backdoor dans le logiciel. Ça peut se faire. Mais au-delà, il y aura les algorithmes de traitement des données, les fameuses big data. C'est-à-dire quand on va pouvoir mettre alors en principe c'est anonyme, mais on va commencer à mettre en lien vos données médicales, vos données professionnelles, vos déplacements, etc. Puis on en bâtit des scénarios. Bon. Qui va être capable d'auditer ces algorithmes? Il faut un niveau de mathématiques très élevé. Et ce que précise le gars, j'ai oublié son nom, dans son livre sur les algorithmes, l'enjeu de puissance aujourd'hui, c'est la maîtrise des algorithmes. Celui qui va maîtriser le monde, c'est le levier du pouvoir, c'est la maîtrise des algorithmes. Et ça demande un niveau de technicité très élevé. Donc il ne faut pas en rester à la superficialité des choses, il y a Internet, etc. Et une ville intelligente, c'est une ville où il y a Internet. Bon. Non, une ville intelligente, c'est une ville qui sera capable de se comporter comme un écosystème. Et pour que cet écosystème puisse vivre, il faut qu'il ait ce fonctionnement organique. Et pour qu'il ait ce fonctionnement organique, il faut que ce soit les gens qui soient acteurs de l'évolution du système. Exactement comme la fourmi est l'acteur de l'évolution de la fourmilière, parce qu'elle partage un code génétique commun. Alors pour la fourmi, c'est très automatique, puisque c'est programmé et c'est répétitif. Avec les êtres humains, on va introduire beaucoup d'incertitudes. Mais cette incertitude, je peux la réduire par la maîtrise de l'information et par le développement d'une culture commune et d'institutions participatives. Alors, il y a une expérience très intéressante qui se déroule en ce moment en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Alors, Christchurch, c'est la deuxième ville de Nouvelle-Zélande. C'est dans l'autre île, celle qui est au sud, là. Elle a été détruite par un tremblement de terre en 2011. Donc, il se retrouve avec tout le centre-ville qui est détruit. Alors, le gouvernement a dit, écoutez les amis, moi je fais une agence centrale qui va vous reconstruire ça, avec des avenues, des buildings, etc. Bon. Et les habitants, ils ont dit non. On veut se réapproprier la ville et on veut faire la ville dont on a rêvé, en intégrant le potentiel des technologies de l'information. Alors, il y a des systèmes participatifs où ils créent, on invente la ville. C'est comme, on prend c'est pas les jeux de Lego, les petits trucs là, qu'on fait, comment ça s'appelle, avec les gamins là. Bon, on joue avec les cubes, puis on dessine la ville. Il y a des ateliers que ça s'appelle le design thinking, d'imagination de la vie avec des post-it, etc. Puis on commence à imaginer la ville bottom-up et en s'appropriant les technologies. Par exemple, ils ont utilisé des conteneurs pour faire des habitats d'urgence. Ces conteneurs, ils les ont intégrés dans le paysage. Les conteneurs, ça fait comme des jeux de cubes, quoi. Vous pouvez les mettre dans des formes diverses, et puis vous mettez des grandes baies vitrées sur le conteneur, et finalement, ça donne des trucs qui ont de la gueule, quoi. Donc ils ont récupéré tout ça. Ça a permis de traiter des problèmes comme, par exemple, un des problèmes clés dans une ville, c'est la contradiction entre la densité et la consommation d'énergie. On vous disait traditionnellement, plus une ville est dense, moins elle consomme d'énergie parce que je réduis la distance et puis je vais optimiser. Alors, déjà, le problème, c'est que quand vous créez un building de 50-60 étages, il y a un moment, alors là, je n'ai pas trouvé les données, mais il y a bien un seuil de déclin du rendement énergétique. Et surtout, ce qu'on voit maintenant, là, les calculs ont été faits par l'ENS de Cachan, on voit qu'avec les véhicules à basse consommation d'énergie, c'est-à-dire les véhicules électriques, etc., et les toits qui vont être producteurs d'énergie. Alors, il y a les toits photovoltaïques, mais il n'y a pas que ça. Parce que dans le biomimétisme, en s'inspirant de la nature, on peut créer des maisons, par exemple, des immeubles qui vont avoir des toits inclinés, où il y aura de la terre. Alors la terre, elle va avoir une double fonction. Ça va être l'isolation, et ça va être aussi la culture. Et la culture est la gestion de l'eau. Donc vous allez pouvoir créer des cycles de recyclage permanent de l'eau.
Donc ce qui fait que l'opposition entre densité et consommation d'énergie, elle est en train de disparaître. Parce que l'exemple négatif, ce qu'on vous donnait, c'est toujours les banlieues américaines. Vous savez, c'est ces espèces de banlieues où vous avez que des villages de pavillons, et puis vous devez prendre votre voiture, pas pour acheter une baguette de pain, parce qu'il n'y a pas de baguette de pain aux États-Unis, mais sans voiture, vous ne pouvez pas vivre. Donc au contraire, maintenant, on peut faire on peut aller au-delà de cette contradiction. On peut aller au-delà de cette contradiction entre la dissociation entre le lieu de travail et le lieu d'habitat. Ce qui fait la première source d'émissions de CO2 ou de pollution, toutes confondues, c'est l'importance des déplacements de domicile, lieu de travail. Or, l'énergie la plus économe, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc si vous supprimez le besoin de se déplacer pour aller travailler, vous allez consommer moins d'énergie. Par exemple, Singapour, qui est une cité très dense, le pattern, c'est-à-dire la contrainte qu'ils mettent dans l'architecture, c'est qu'on ne passe pas plus de 45 minutes par jour en déplacement domicile-lieu de travail. C'est-à-dire, si vous travaillez au nord de l'île, vous n'allez pas travailler au sud de l'île. Vous habitez au nord de l'île. Bon. Et donc, quand vous allez recevoir votre appartement, eh bien, on va prévoir que vous travaillez pas loin. Moi, je travaille à Paris au ministère des Finances. Il y a 100 000 personnes qui viennent chaque jour là-dedans. Pourquoi faire ? Après, vous parcourez les couloirs. Les gens passent la journée devant un ordinateur. Alors après, ils sortent pour fumer la clope, pour prendre le café avec les copines. Là, déjà, vous calculez le taux d'utilisation des ascenseurs pour ces déplacements clope et café. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On peut très bien avoir des ateliers décentralisés de 15-30 personnes où les gens à la fois auront des interactions humaines qui correspondront à des lots de travail, puis vous les regroupez une fois tous les 15 jours, une fois par semaine au pire, mais vous supprimez par l'architecture le besoin de transport. Les éco-cités chinoises sont en train d'être conçues comme ça. Vous avez votre appartement, vous avez votre lieu de travail. Et d'ailleurs, vous regardez les villes du Nord, les villes minières, les villes de la grande industrie, le lieu de travail et les maisons étaient près du lieu de travail. Donc ça, on peut le faire. Les technologies de l'information nous permettent de déconcentrer la production. Donc, ça veut dire que ça va valoriser le travail d'architecture. Et ce travail d'architecture, il faut le concevoir à partir de ce design thinking, c'est-à-dire comment on veut vivre et quelles sont les contraintes qu'on va prendre en compte. Là, je suis en train de travailler en ce moment avec la Poste. Alors, un des chantiers qu'on a, c'est la reconversion du métier de la Poste, qui est liée au développement de l'économie. Donc, le courrier papier disparaît. Il n'y aura pas les SMS de Madame de Séville, donc il n'y a plus de courrier papier, mais le trafic colis croît considérablement avec le e-commerce. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La Poste, elle va faire ce qui existe en Norvège, par exemple, regrouper les paquets de boîtes aux lettres, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au bout du chemin, et vous irez chercher votre boîte aux lettres au bout du chemin. Si j'intègre les technologies de l'information là-dedans, je vais compenser cet inconvénient, parce que le raisonnement qu'on tient, c'est ce qui reste du métier de la Poste, si c'est plus le courrier, c'est la connexion. Ce que fait le facteur, j'ai mon petit village dans les Alpes, là, il fait avant tout, quand vous apporte le courrier, il vous dit « Ah, madame machin, dans le bled au-dessus, elle a la grippe, etc., vous êtes au courant ». Bon, c'est un vecteur d'information, c'est un petit coup facteur, etc. Bon, il transporte, il a une fonction de lien social. Si vous supprimez ça, eh bien, il faut essayer de passer du facteur humain au facteur virtuel humain. Donc, vers quoi on est en train de s'orienter ? Vers ces implantations de boîtes aux lettres collectives, mais on va y ajouter de la fonctionnalité. C'est-à-dire, vous pourrez recevoir votre courrier, déposer votre courrier. Si c'est du courrier recommandé, il y aura un système, vous le scannerez directement dans la boîte, vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher. Vous pourrez recevoir des colis, déposer des colis, et vous aurez une fonction, même lien social, partager vous voulez vous prêter du matériel, vous pourrez le mettre dans une boîte spéciale et vous envoyer au voisin d'à côté un col, voilà, je t'ai prêté la perceuse, tu peux la retirer. Et alors moi j'ai rajouté une contrainte dans le pattern, là, dans la configuration, c'est que ça ne doit pas prendre plus de 10 minutes aller-retour. Parce que si je dois prendre la voiture pour aller à la boîte aux lettres,
Ça n'a plus de sens. Et surtout, vous saurez, c'est pas du tout compliqué à faire, vous saurez quand le facteur est là, parce que vous allez recevoir un SMS quand voilà, le facteur est passé. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir une vision globale et systémique des fonctions. Faut pas laisser la poste dire voilà, moi je fais des économies, je rationalise tout, puis vous aurez 10 minutes de voiture à faire pour aller chercher votre courrier. Donc ça, c'est un truc perdant. On raisonne également sur la gestion des arrêts d'autobus, les arrêts de bus. Ça aussi, c'est une offre industrielle, que Jean-Claude Decaux est assez bon là-dessus. On dit plus arrêt d'autobus, on dit c'est une fonction point d'attente. Et on raisonne de manière fonctionnelle. C'est-à-dire quand vous ratez votre bus, vous dites j'ai raté le bus, je vais perdre un quart d'heure ou une demi-heure. Bon, c'est du temps perdu. Donc si vous raisonnez en termes de fonctionnalité, il faut se dire qu'est-ce qui va se passer pour que je ne perde pas mon temps. Alors déjà, on va intégrer des fonctionnalités physiques, c'est pouvoir être à l'abri et pouvoir faire que tout le monde soit à l'abri, y compris les handicapés, même le handicap fonctionnel, c'est-à-dire si vous êtes avec une poussette avec un bébé, là vous êtes emmerdé parce que ça passe pas dans les trottoirs, même si vous n'avez pas la carte handicapé. Si vous marchez avec des béquilles, vous avez un handicap temporaire. Bon. Déjà, il faut être à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil. Il faut, alors quand on fait de l'analyse de la valeur, ça suppose vraiment de travailler avec les gens, on s'aperçoit qu'on trouve des trucs tout simples, hein, mais il faut se pencher dessus. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse quand on attend son bus, c'est que le bus ne s'arrête pas. Alors dans les bus, vous avez le bouton pour dire je vais descendre, on va en mettre un maintenant, je veux monter. Donc on va donner l'information au bus pour s'arrêter. Dès lors vous avez du temps pour consulter de l'information, il y aura de l'information, il y aura des jeux pour les enfants, il y aura de quoi recharger votre smartphone et tout le machin. Donc on va intégrer des fonctionnalités, mais ça demande beaucoup de travail avec les usagers. Il ne faut pas que ça soit un génie des Carpates qui vous conçoit un système parfait. Là, l'université, la DOSI, la direction des systèmes d'information, voulu faire un système merveilleux où ils intégraient les calendriers, les boîtes aux lettres, on migrait sur exemple. Plus personne n'a accès à ces boîtes aux lettres. Tous les calendriers sont foutus par terre parce qu'ils ont un truc de techno centraliste. Ils n'ont pas regardé comment travaillaient les gens. Enfin, c'est vraiment les trucs qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est donner le pouvoir aux gens avec des vrais problèmes politiques qui sont la sûreté. Dès lors tout sera numérisé, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de hackers qui puissent arrêter la ville. Et puis, la confidentialité des données. Quand vous voyez, par exemple, ce glissement sémantique à Davos, où ça passe, c'est pas neutre, hein, ça passe de la confidentialité des données comme un droit fondamental. Vos données personnelles, c'est un droit fondamental. On passe à propriété des données. Propriété des données, c'est-à-dire que c'est marketable. Donc on peut faire du business avec vos données. On vous fera signer comme vous fait Google. Google vous a dit récemment, j'ai changé mes conditions. Pour naviguer, il faut que vous les acceptiez. Vous avez 5 pages écrites en tout petit caractère, vous ne les lisez jamais, les conditions. D'abord, vous n'avez pas le choix. Bon. Donc, il ne faut pas que vous soyez captif d'entreprises comme ça. Donc, en conclusion, je vais m'arrêter là, on va en discuter, ces technologies nous offrent des possibilités considérables qui peuvent permettre de résoudre d'énormes problèmes, qui peuvent permettre de faire des innovations qui auront des incidences sur notre vie. On peut avoir des systèmes urbains agréables, qui vont en même temps nous permettre de nous redéployer sur des activités à haute valeur ajoutée, mais en même temps, on peut devenir totalement esclave de ces vendeurs de technologie si on n'a pas le contrôle, si on ne garde pas le contrôle. Donc, en même temps, c'est un problème politique. Il faut avoir des systèmes de pouvoir, de démocratie directe. On sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance à nos représentants. D'abord, ils n'y comprennent rien. Ce qui est extraordinaire, c'est l'incompétence des dirigeants là-dessus. Ils n'y comprennent rien. Moi, j'avais expliqué ça à Nicole Bricq, qui était ma ministre quand elle était au commercial. J'ai expliqué l'intégration, c'est plus que l'addition. C'est l'intégration, c'est-à-dire comment mettre des systèmes ensemble pour faire émerger une ville comme un tout. Exactement comme quand vous jouez au Lego ou au cube. Les blocs sont tous standards, vous allez les intégrer, ça ne donnera jamais deux figures pareilles. Donc le problème, il n'est pas dans le Lego, il est dans l'art de l'intégration, ce qu'ont très bien compris les pays émergents. Les pays émergents ne se posent pas le problème de la technologie. On l'achètera aux pays développés, on s'en fout. Ce qu'on veut développer, c'est l'art de l'intégration. Et les Occidentaux n'y voient rien du tout.
Les Chinois, ils ont donné 15 km² aux Français dans une ville, on a dit on va faire une ville française, on va faire une smart city française à Chengdu. Ah non, en intelligence économique, ce qu'on appelle la stratégie du pot de miel. Là, vous mettez le pot de miel, et autour du pot de miel, il y a les gros nounours qui arrivent. Alors, la grosse boîte française, vous envoyez Raffarin, le sino-lyrisme, vous allez voir ce que vous allez voir. Les Chinois, oui, honorable professeur, venez là, montrez-nous. Voilà. Alors, ça là, on leur montre le truc, puis les Chinois, ils pompent. Ils sont assez cons pour nous le montrer, donc on pompe. Voilà. La Bouygues qui a compris le truc, qui s'est retirée. Les Chinois, ils vont transférer la technologie, ils ne vont pas s'emmerder. Et par contre, ils ont une pensée à long terme, comme savent le faire les Chinois, une pensée à 30 ans avec des plans d'intégration, des plans de développement. Et nous, on reste collés sur... on est totalement étrangers. Si les entreprises commencent à comprendre ça, mais au niveau du gouvernement, ils ne comprennent rien. Vous voyez, ce rapport aberrant de l'Union européenne qui a 250 smart cities en Europe parce qu'il y a du Wi-Fi gratuit dans la rue. Voilà. On met une couche technologie, Nicole Brick et puis Michel Papalardo, qui est l'ancienne commissaire au développement durable, je le cite dans mon bouquin, elle a osé écrire, la couche d'Internet qu'il y a sur la ville permet d'intégrer toutes les fonctions. Je mets de l'Internet, c'est miracle. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont incompétents. Donc le pouvoir est à des gens incompétents. Donc c'est-à-dire, nous, on doit s'efforcer de développer cette compétence, à la fois sur le plan de la technologie, on n'est pas forcé de devenir des technologues, on ne sera pas des grands mathématiciens, pas tous, qui comprendront les algorithmes. On doit comprendre les dangers et créer les mécanismes politiques de contrôle et de pilotage de ça. On peut très bien créer des écoquartiers, des systèmes agréables à vivre, mais c'est une question de pouvoir. C'est à la fois de la techno et à la fois de la politique. Il faut arriver à intégrer les deux. Monsieur le futur député. On le voit au niveau micro, quand vous développez des systèmes techniques, soit dans une entreprise. Si vous ne les faites pas approprier par des utilisateurs, je donne l'exemple de mon université, donc si vous ne le testez pas, ça ne marchera pas. C'est une dynamique qui est bien connue dans l'innovation, qui a été formalisée il y a une vingtaine d'années, mais qu'on trouve déjà chez les inventeurs du XVIe, XVIIe siècle, de l'Ancien Régime. C'est ce qu'on appelle les utilisateurs de pointe. En anglais, les lead users. C'est des gens qui vont s'approprier quelque chose et vous allez observer comment ils s'en servent. Quand vous achetez un ordinateur, quel est le pourcentage de fonctions utiles de votre ordinateur? Vous vous servez de 15 à 20% des fonctions de votre ordinateur et de vos logiciels, pas plus. Prenez Word, vous utilisez 5% des fonctions. Bon. Donc l'innovation, ce qu'on appelle d'ailleurs maintenant l'innovation frugale, va consister à prendre un utilisateur, et cet utilisateur, il va vous dire qu'est-ce qui ne sert à rien dans ce qu'a conçu l'ingénieur, et par contre, il y a des tas d'utilisations. Ah tiens, mais moi je vais faire ça, etc. Et du coup, on va s'apercevoir que le gars, l'utilisateur, il invente, il participe à l'innovation, et ça, l'ingénieur n'y a pas pensé. À Washington, ils ont développé une politique de big data, d'open data. Donc ils ont toutes les données publiques en ligne, et puis ils ont dit, on lance un concours de développement d'applications, et on met 50 000 $ de prime sur la table. Ils ont obtenu des applis pour une valeur de 2 millions de $, donc en faisant appel à l'innovation du public qui développait gratuitement. Mais sur ces applis, il n'y en a qu'une seule qui a donné lieu à une start-up. Parce que ce sont des applis de techies. C'est-à-dire des gens, ils vont croiser les données pour les donner et faire des applis pour se faire plaisir. Le problème du techies, donc le gars qui aime bien faire des trucs technologiques, c'est qu'il ne va pas du tout intégrer le à quoi ça sert. Et qui va s'en servir et comment. Donc ça, il faut absolument, déjà sur un plan micro-élémentaire, que je donne du pouvoir à l'utilisateur final. Vous transférez ça au niveau de la ville, qui va s'en servir. Vous avez, en Inde, vous avez des manifestations contre les smart cities. Parce que les smart cities, ils les ont développées pour les gens qui ont un niveau Bac plus 5, et les pauvres, ils les ont virés. Donc il faut que vous ayez une approche inclusive, que les handicapés, je vous donnais l'exemple du point d'attente, la fonction point d'attente, il faut que tout le monde puisse
aller dans le point d'attente. Donc ça suppose le développement d'un pouvoir populaire, d'un contrôle populaire sur tous les machins que vous allez développer, simplement sur la facilité d'usage, sur la valeur de l'usage, plus les problèmes de sécurité et de confidentialité. Vous posiez à ce propos justement les modèles européens de développement et par exemple les modèles chinois. Que les paradigmes pris en compte pour le développement soient en Chine peut-être plus finalement à l'écoute de ce que demande la population, ça pourquoi pas. Mais maintenant, est-ce que, si vous voulez, dans la politique chinoise par exemple, est-ce qu'il y a réellement une prise en compte des volontés du peuple? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une unilatéralité de développement qui est encore gouvernementale et qui prétend finalement décider de ce que veut faire la population en général? Alors, ça c'est très très net. Voilà. Parce que bon, moi j'en ai fait l'expérience quand j'ai présenté tout ce truc-là à Shanghai, l'université des Tongji. C'est clair, le pouvoir du peuple, le pouvoir populaire, le pouvoir des habitants, c'est pas du tout des trucs subversifs. On ne finit pas en prison parce qu'on dit ça. Au contraire, ils ont dit. Pourquoi? Parce que dans la culture chinoise, c'est une culture du yin et du yang. C'est une culture de l'équilibre. Et ils préfèrent plus d'équilibre et moins de développement. Et ils ont atteint aujourd'hui le chiffre officieux du coefficient de Gini. Alors, le coefficient de Gini, c'est 0 l'égalité absolue, 1 l'inégalité absolue. Donc nous, on progresse naturellement avec un gouvernement de gauche. On devait être à 0,25, on doit être à 0,30. Donc on a une progression considérable de l'inégalité. Les Chinois sont à 0,61. Donc c'est très élevé. Et ça, ils savent que c'est des explosions sociales. Et ça, ils n'en veulent pas. Donc là, ils ont, depuis une dizaine d'années, ils ont lancé le plan Harmonie, c'est-à-dire c'est rééquilibrer la société. Donc moins de croissance, suppression de tous les facteurs d'instabilité sociale. Bon, l'usine Foxconn, vous savez, l'usine Foxconn, c'est qui fabrique les écrans, qui est une espèce d'usine style 19e siècle, avec des ateliers interminables et des ouvriers qui logent dans des cages à poules. Il la supprime par la robotisation. Tous les emplois insalubres, ils vont les supprimer. Et c'est d'un seul coup, puis ça se fait à la chinoise. C'est-à-dire quand ils voient qu'il y a un risque d'instabilité, bon, quand vous travaillez avec des industriels françaises qui travaillent en Chine, ils reçoivent un avis, tiens, les charges sociales augmentent de 40% le mois prochain. Puis là, le MEDEF, il s'écrase là-bas. Hein. Bon. Parce qu'ils ont dit, maintenant, il y a un système de protection sociale. Donc, c'est fait comme ça. Bon. Parce qu'il y a une planification à long terme et ils ont compris le besoin de cohérence de la société. C'est impressionnant de discuter de ces questions-là avec les Chinois. Alors les Chinois ne sont pas des systémiciens, hein, c'est une philosophie de l'équilibre. La systémique, ils ne sont pas bons. Alors je travaille aussi avec les Russes. Les Russes, c'est des systémiciens, c'est des matheux. Donc ils comprennent parfaitement ça. Alors les Russes ont un autre type de problème, c'est les monogrammes, les monovilles, qui se sont développés à l'époque soviétique. C'est autant de petits Detroit. Hein, Detroit, c'était l'automobile, pouf, bon. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une ville qui est devenue trop complexe par rapport à ce qu'elle doit faire? Je vous renvoie à un bouquin passionnant, c'est le bouquin de l'archéologue Joseph Tainter. Ça vient d'être traduit en français il y a 2-3 ans. L'effondrement des sociétés complexes. Quand une société devient trop complexe et qu'on n'est plus capable de la piloter, le seul moyen de reprendre du pouvoir sur la complexité, c'est de réduire la taille de la société. Ce qui explique toujours l'effondrement des grands empires. Pourquoi les grands empires s'effondrent? Parce qu'ils deviennent trop complexes, vous ne pouvez plus les piloter. Donc Detroit, c'est ça. D'un seul coup, on a dit, voilà, le périmètre de la ville, je le réduis à ça. Et le reste, je le sors de la ville. Donc là, il y a des gros chantiers, il y a Rostov, Togliattigrad, bon, toutes ces villes, il faut complètement les repenser. Il y a le développement de la Sibérie et il va y avoir le développement de l'Arctique avec l'ouverture de la route maritime du nord-est. Donc là, des très très gros plans avec les Russes. Et donc à chaque fois, la stratégie, c'est quand vous progressez en développement les problèmes que vous avez au pays. C'est comme ça que, si vous regardez l'histoire de l'innovation en France, notamment, ou en Angleterre, ou en Allemagne, l'Europe s'est développée en résolvant les problèmes. C'est-à-dire, c'est à partir des pannes, et pour traiter ces problèmes, on va développer de la technologie, et avec cette technologie, on va développer une offre commerciale pour le reste des marchés. C'est comme ça que l'Europe s'est développée. Hein. Ce que montre bien Eric Reiner, c'est pourquoi l'Europe est devenue le continent le plus puissant
du monde, alors que ce que n'admettent pas les Chinois. L'Europe au XVIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de barbare où les gens s'éventrent pour des questions religieuses. Londres, c'est un truc insalubre, c'est marécageux, la Tamise, ça puait, la durée de vie était 40 ans, on se faisait massacrer à tous les coins de rue. Bon, comment ces gens-là, en 2 siècles, ils sont devenus ils ont conquis le monde? C'est par la pensée scientifique, c'est par la capacité d'appliquer la science à des développements industriels, de faire travailler les artisans ensemble. L'administration sous Louis XV, le bureau du commerce de Daniel Truden avait compris ça. Faire travailler les artisans ensemble, les faire voyager, mélanger l'expérience empirique, l'expérience scientifique et sortir des manuels pratiques pour développer par exemple les mines, la sidérurgie, ça s'est fait comme ça. Donc les Chinois, ils raisonnent comme ça. Donc ils vont récupérer tout ce savoir parce que eux, ils considèrent que la technique, ça leur appartient. Parce que la révolution industrielle en Europe, c'est fait avec leur technique. C'est le verre, le tissage de la soie, la poudre à canon, tout ça, c'est des techniques chinoises. Et ces techniques ont été transformées en technologie, le logis par le logos, la pensée, par les Européens. C'est la philosophie de Pascal, de Francis Bacon, de Giambattista Vico, qui a permis à l'Europe de s'affirmer. Et d'autant plus qu'il y avait ce climat d'émulation, ce que montre très bien Eric Reinert et son fils qui est maintenant professeur à Harvard, qui a fait un bouquin formidable qui s'appelle Émulation, qui montre que l'Europe s'est développée parce qu'elle n'était jamais en paix. Les gens étaient en rivalité constante. Et en même temps, ils voyageaient sans arrêt. On parlait français dans toute l'Europe. Bon. Et c'est ça qu'a fait l'émulation. On dit, voilà, les Anglais ont réussi, alors pourquoi ils ont réussi? Donc on allait étudier, tac, 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 tac. Et quand ils traduisaient des bouquins, ils ne faisaient pas la traduction littérale, ils la traduisaient dans leurs problématiques à eux. Donc c'était un climat intellectuel extrêmement fécond. Et ça, les autres ont compris ça. Là, j'étais le mois dernier à Madrid, au congrès latino-américain. Franchement, quand vous voyez les émergents, ils ont compris ça. Et de toute façon, vous avez cette loi qui a été bien formulée par Alexandre Gershon-Kohl en 1962, c'est « le retard est un avantage ». Parce que quand vous êtes en retard, vous piquez la technologie de ceux qui sont avancés, et puis vous avez plus envie de travailler, vous avez plus envie de vous battre. Et eux, ils ont envie de se battre. Faites un cours à un amphi d'étudiants ici, un amphi d'étudiants en Chine, en Amérique latine, vous voyez la différence, et vous comprenez pourquoi vous allez vous faire avoir. Avec tout ce que vous nous avez dit sur ce développement à l'échelle déjà du monde de ces smart cities, mais qu'on prenne cette problématique dans le cadre français, où vous nous avez dit que déjà il était souhaitable que le développement des smart cities se fasse bottom-up, oui. Et que d'un autre côté aussi, le gouvernement au sens large ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agissait, qu'ils n'étaient pas compétents pour gérer cette évolution-là. Est-ce qu'on peut craindre ou anticiper qu'avec ce développement des smart cities, le cadre étatique, par exemple français, se retrouve d'une certaine façon ringardisé et donc compromis et puisse être fondu dans un cadre plus global? Effectivement, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors d'abord, qu'est-ce que peut faire l'État? L'État, son rôle, c'est pas d'être aux manettes, c'est de fixer les conditions pour que les professionnels puissent travailler ensemble. Je vous citais la politique sous l'Ancien Régime, sous Colbert, après sous Louis XV, le bureau du commerce de Daniel Truden, il avait compris qu'il fallait organiser les métiers pour qu'ils coopèrent. Alors après, le système s'est bureaucratisé avec la bureaucratisation des corporations, les gens ne sont plus parlés. Donc déjà, il y a des tas de problèmes qui ont été résolus parce qu'on a fait coopérer ensemble par des institutions étatiques, des métiers qui n'avaient pas l'habitude de coopérer. Les deux événements révolutionnaires, c'est la constitution de la Royal Society, l'Académie des sciences anglaises, et de l'Académie des sciences en France, qui ont soutenu le travail des inventeurs et l'application du travail des inventeurs. On ne parlait pas d'innovateurs, on parlait d'inventeurs, parce qu'on appliquait directement la science à la résolution des problèmes de la vie courante. Donc, déjà, la tâche de l'État, c'est de fixer les règles pour que les gens puissent travailler
ensemble, pour qu'ils aient des incitations à travailler ensemble. Le but d'une politique institutionnelle, c'est de dire je vais fixer des règles pour développer les activités qui sont vertueuses et qui favorisent le développement. Alors, si on ne fait pas ça, si on ne veille pas à défendre les compétences clés, les compétences critiques, je vous parlais des mathématiques et des algorithmes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dominé. Hier matin, je faisais un colloque à l'Assemblée nationale sur la législation américaine anticorruption, ce qu'on appelle le Foreign Corrupt Practices Act. Donc, les Américains ont profité de la convention de l'OCDE qui réprime les faits de corruption pour développer une loi extraterritoriale qui réprime la corruption de par le monde. Le critère d'éligibilité à cette loi, c'est Internet. C'est-à-dire, on a plusieurs cas, par exemple, une boîte hongroise qui fait des affaires en Macédoine, qui a répondu à un marché de téléphone. Bon. Elle a naturellement, dans ces pays-là, si vous n'arrosez pas, si vous n'avez pas de l'avoine, vous ne faites pas avancer l'âne. Donc, ils ont bribé, donc ils ont donné des commissions, et ils ont utilisé une boîte aux lettres Gmail. Gmail, c'est Google, ça passe par les États-Unis. Donc, le juge américain dit, voilà, c'est passé par un serveur américain, donc vous êtes justiciable. Même ça n'a pas touché le territoire américain. Il n'y a pas eu d'entreprise américaine les aide. Allez, pouf, quelques millions de dollars d'amende. En Indonésie, pareil. C'est une boîte indonésienne et le gouvernement indonésien. Ils se sont téléphonés avec un téléphone qui avait une puce américaine. Pareil, intercepté par la NSA. Alstom, c'est ça. Alstom, 773 millions de dollars. On ne sait pas encore comment ça a compté pour le rachat d'Alstom par General Electric. On sait qu'il y a une coopération entre General Electric et le Department of Justice pour la division du montant de l'amende et pour permettre une coopération entre les autorités américaines pour permettre à GE de racheter Alstom. Alstom, c'est considérable. Là, on a perdu notre indépendance nationale. Alstom, c'est toutes les turbines, c'est les sous-marins, on peut aller faire le fier maintenant avec le Charles de Gaulle. C'est les Américains qui contrôlent ça. Dans Alstom, on a laissé partir une boîte de Grenoble qui s'appelle Satellite Tracking System, qui gère toutes les données ascendantes et descendantes avec nos satellites. Maintenant que c'est américain, ça passe sous des normes, qui sont les normes du Pentagone, qui s'appellent les normes ITAR. Pour les changer, il faut l'autorisation du Pentagone. C'est-à-dire, si vous vendez, la question de vendre du matériel de guerre à la Russie ne se pose plus, puisque une fois que vous l'avez vendu, si les Russes veulent changer quelque chose au logiciel, il faudra qu'ils montent au Pentagone. Donc on est en train de donner une formidable incitation à la Russie, c'est ce qu'elle fait, pour développer son industrie nationale et cesser de vivre sur l'exportation de matières premières. Vis-à-vis des Russes, ils développent une stratégie de containment. Là, il y a une affaire avec une boîte les Suédois qui étaient en train de signer avec une boîte russe. Les Américains disent, attendez, cette boîte russe, elle a fait des affaires en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, tu connais, tu ne fais pas d'affaires sans arroser, là il faut que ça pousse. Bon. Ils ont un système d'agents de renseignement qu'on appelle les lanceurs d'alerte, les whistleblowers, et ils ont récolté même le papier dans la réunion. Ils ont pris le papier où la nana, c'est la fille du dirigeant, là, elle avait écrit, ils avaient discuté le montant de sa commission. Les Américains prennent ça et ils disent aux Suédois, maintenant que vous êtes au courant, vous êtes complices. Parce que le système américain, c'est pas d'avoir pratiqué la corruption, c'est d'avoir été au courant. Il y a un ami, Frédéric Pierucci, qui était cadre supérieur d'Alstom, qui a fait 14 mois de prison à New York, en quartier de haute sécurité. Parce qu'il était responsable de la zone Asie, Indonésie, Chine, et ils l'ont mis en prison, quartier de haute sécurité, pour envoyer un message aux dirigeants d'Alstom, si vous ne cédez pas, c'est vous qui irez en prison. Et là, il attend son jugement. Bon, maintenant que Alstom a été racheté par GE, ben c'est un facteur de moins, mais enfin, il risque quand même 10 ans de prison, parce qu'il n'est pas jugé. Il a été obligé de plaider coupable. Donc, c'est un système de domination, pour l'instant, vous n'y échappez pas, parce que toutes vos communications électroniques sont interceptées. Il faudrait développer un autre système de communication électronique, ou développer une autre puissance politique. Ils ont voulu faire le coup aux Chinois. Ils ont voulu demander aux Big Four, donc les grandes sociétés comptables américaines, de produire la comptabilité des sociétés chinoises cotées au New York Stock Exchange. Les Chinois, ils ont fait passer une loi
Ils ont dit la comptabilité de nos sociétés, c'est secret d'État. Donc les Big Four, si vous donnez la compta, vous trahissez un secret d'État, c'est une balle dans la tête. C'est ce qu'on appelle un réducteur de complexité. Ils ont payé, ils ont fait une transaction symbolique de 380 000 $ d'amende, et vous voyez maintenant dans la presse américaine, les Chinois nous imposent leur loi extraterritoriale. Du coup, les Américains, bon, ils renforcent. Mais le problème, c'est qu'on se laisse faire totalement. On nomme des atlantistes à la direction de nos entreprises, bon, qui donnent tout. Le MEDEF organise des réunions où on explique qu'il faut mettre en place des procédures, ce qu'on appelle de compliance, que ce soit de la conformité anticorruption, mais ça doit être mis en place par des avocats américains. C'est un système de domination par le droit qui est très sophistiqué, parce qu'un avocat américain, c'est pas du tout comme un avocat français. C'est un avocat américain, les officer of the court. C'est un auxiliaire de justice. Donc il doit révéler tout ce qu'il sait. Un avocat français, vous lui dites j'ai tué ma femme, mais je veux plaider non coupable. Bon, vous avez le droit. Un avocat américain vous dit j'ai tué ma femme, dit vous avez tué votre femme, vous va plaider coupable. Il ne fallait pas tuer votre femme, il ne fallait pas me le dire. Voilà, donc là, il est obligé de révéler. Donc, quand on vous impose de prendre une société américaine pour mettre en place vos procédures de compliance, ça veut dire qu'ils ont accès à vos systèmes d'information, tous les mails sont interceptés, lus, et tout ça, ça va aux États-Unis. Et tout est intercepté. Donc, il y a un système de domination, ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux par le droit, mais qui est beaucoup plus efficace et moins coûteux que le hard power. Donc, on est en train de perdre notre indépendance nationale. Maintenant, c'est Sanofi qui va y passer. Toutes les grandes boîtes vont y passer. Il y a Sanofi, Dassault, Zodiac, ils sont tous sur la liste. C'est quoi la stratégie donc, pour finalement non pas mettre un terme, ou on va dire adoucir finalement l'effet de l'extraterritorialité juridique du système juridique américain? Il y a des stratégies défensives, c'est-à-dire d'avoir déjà... On est dans un rapport de domination, donc on ne peut pas... alors à moins de faire comme les Chinois. Mais sans arriver à ce... Alors, sans arriver à ce... Les Anglais, ils ont fait une loi et ils ont mis quelques Américains en taule. Les Américains, si on sort le flingue sur la table, ça se calme tout de suite. Il faut appliquer la jurisprudence Al Capone, c'est il faut mieux être poli et armé que poli. Voilà, ça se calme tout de suite. Donc, les Anglais, ils ont fait ça, ils ont fait Yucca Bribery Act, et ça va mieux. Il faut déjà, notre système juridique, il n'est pas du tout adapté. Par exemple, vous allez prendre le pouvoir au conseil régional. Quand vous allez voir le conseil régional, vous allez ouvrir les marchés publics. Vous allez voir que l'équipe précédente, elle a arrosé, elle a donné des commissions aux sociétés d'eau, comme le font toutes les collectivités locales. Ici, pour avoir des services, elles ont reçu des pots de vin, il y a eu des financements de campagne, etc. Bon, ça, on va vous le ressortir. On va dire, voilà, vous avez toléré ça. Donc, comment faire pour effacer ça? Donc, il va falloir implanter des procédures. Il y a une norme ISO, ISO 37001, qui va sortir en 2016-2017, qui va définir les procédures qui sont conformes à des pratiques anticorruption. C'est par exemple, bien sûr, c'est pas il y a la commission en argent, mais il y a tous les trucs indirects. Donc, financer les études des enfants, c'est les faire admettre dans un MBA aux États-Unis. Bon, tout ça aussi, ça va être scanné. Est-ce que vous avez recruté quelqu'un qui a un lien avec la firme, à un salaire qui ne correspond pas à sa qualification? Ça, ils vont regarder. Donc, la première chose à faire, c'est de permettre à ces sociétés de dire d'aller à confesse. C'est-à-dire, voilà, écoutez, je comprends que ce que je considérais comme normal, parce que la corruption, tout le monde le considère que c'est normal. Tout le monde considère que c'est normal de payer des pots de vin. Les boîtes vont vous dire, on est obligé, sinon on n'a pas les marchés. Donc si on n'a pas les marchés, on n'a pas les emplois, etc., etc. Donc tout le monde a de bonnes excuses. Donc il faut pouvoir aller à confesse, dire, voilà, je vais me mettre en règle, je vais alors restituer de l'argent que j'ai gagné indûment, et en fonction de ça, je ne serai pas, je vais mettre en place des procédures de conformité anticorruption, et je ne serai pas inquiété. Parce que inquiété, ça veut dire pour une entreprise exclue des marchés publics. Le marché des publics, si je suis exclu des marchés publics, je meurs. Et le problème, c'est qu'il faut être ça en France. Vous allez voir le juge. Le juge doit remettre en conformité.
Ben oui, mais attendez, il faut payer l'addition, donc mis en examen et rayé des marchés publics. Donc on n'a pas l'appareil judiciaire adapté. On n'a pas la compétence pour faire ça. Le Department of Justice, avec ce système, il a fait 150 milliards de chiffre d'affaires. Il a levé 150 milliards de dollars d'amende. Avec ça, ils ont développé un appareil d'enquêteurs. Il y a eu 40 agents du FBI qui ont infiltré Alstom. Ils ont fait parler les gens. Ils ont dit, tiens, Guillaume, vous êtes au courant? Alors, tu dis, ouais, attends, voilà, je suis au courant. Après, on te ressort ça. Voilà. J'ai la conversation. Donc, ils font parler les gens parce qu'en plus, dans le site américain, on a le droit de provoquer. Nous, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de provoquer. On peut enregistrer les gens s'ils parlent spontanément, mais je ne peux pas les provoquer. Eux, ils ont le droit de provoquer. Bon. Donc, ils ont, avec ce système, 103 sociétés américaines comprises, mais les sociétés américaines payent beaucoup moins. 103 sociétés en investigation. Quand on voit la complexité des marchés internationaux dans l'économie, où tout est connecté, c'est des contrats qui s'empilent les uns les autres, il faut une expertise absolument démente. Donc ils ont développé cette administration, et nous, on n'a pas. On ne sait pas faire ça. Un cabinet de juge d'instruction ne sait pas faire ça. Le parquet national financier ne sait pas faire ça. Les affaires durent trop long. La corruption n'est pas réprimée en France. La corruption n'est pas... Si on ne la réprime pas, on a signé quand même la convention de l'OCDE qui nous oblige à réprimer la corruption. Mais qui dit, si vous ne réprimez pas la corruption, un autre État peut le faire. C'est la convention de l'OCDE. Si on le fait, par contre, l'autre État ne peut pas le faire. Bon, déjà, c'est des mécanismes défensifs. C'est veiller à la sécurité de nos systèmes de communication. Si on est obligé de payer des coms, il ne faut pas l'écrire par email. Bon, il y a des trucs basiques. Bon, ce serait déjà de faire le ménage chez nous, et puis de se réapproprier notre compétence technologique dans le monde du renseignement. Regardez avec les attentats, la compétence de la DGSI, elle a été tuée, il n'y a plus la compétence des services de renseignement. On voit qu'ils savent faire des choses, qu'ils avaient été empêchés de faire des tas de trucs, parce que quand même, ils réagissent assez vite. Mais ils n'ont plus toute cette compétence. L'ANSSI, l'Agence pour la sécurité des systèmes d'information, alors maintenant, elle recrute à tour de bras. Parce que comment vous allez développer la sécurité des systèmes dans le cloud? Définir une architecture de la circulation des flux d'informations dans le cloud. Qui contrôle le cloud? En plus, vous avez la loi sur le renseignement. En plus, le seul cloud sécurisé qu'il y avait en France, c'est OVH, à Roubaix. Bon, ils sont obligés de balancer leurs données. Qui contrôle ça? Il y a un minimum de souveraineté à récupérer, et ça passe par le développement de compétences technologiques. Or, on les perd. On a de très bons mathématiciens, mais ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas payés. Ils vont où ça? Et puis après, il y aura les stratégies offensives. Par exemple, ça serait les clauses environnementales. Dans les marchés publics, on peut mettre des clauses environnementales et dire, voilà, il y a une boîte américaine. Ben non, vous n'avez pas respecté, vous avez utilisé du cheap labor en Chine, vous avez faire travailler des enfants, clac, on vous chope là-dessus. Il faut avoir des capacités de riposte. Avec la vie internationale, la vie des affaires, c'est des rapports de force. Donc si vous n'êtes pas en force avec les autres, vous vous ferez avoir. Que ce soit là-dessus pour l'anticorruption, que ce soit pour les villes. Qui va dominer les systèmes technologiques? Qui maîtrise l'architecture? Qui va être le responsable de l'intégration de tout ça? Qui va avoir le savoir-faire? Si vous ne l'avez pas, quelqu'un d'autre l'aura à votre place. Donc l'enjeu se joue là. On a besoin de gens qui savent penser et voilà, qui ont une vision globale des choses et qui ne soient pas gna gna terre à terre, je m'occupe de mon petit truc. J'ai essayé de monter un plan qui était assez simple, de modélisation comme ça, de modélisation systémique sur l'achat public. L'achat public, c'est 1,5 million de l'habillement public. 1,5 million de fonctionnaires. L'État habille 1,5 million de fonctionnaires. Alors ça va de l'infirmière, bon, les blouses blanches, mais ça va des trucs très sophistiqués. Bon, un démineur, qu'on utilise en ce moment, c'est 5 tenues hyper sophistiquées. Le costume, le GIGN avec les visières à l'épreuve des balles, c'est très sophistiqué. Les pompiers, c'est très sophistiqué. Donc, si vous avez un système d'achat qui repose sur le moins 10 ans. Alors, moins 10 ans, vous allez dire au type, voilà, écoute, tu as 10 000 euros, tu dois acheter des brodequins, vous savez, ce qu'on appelait les rangers. Ça coûte 43 euros. Le paire de brodequins, on en achète 2 par an par personne. Le gars, vous lui dites, t'achètes au moins 10 ans, il va acheter des brodequins au Bangladesh à 30 euros. Alors,
D'accord, il sera tout content, j'ai fait des économies sur les brodequins. Seulement, on va découvrir ce qu'on a découvert, que les brodequins, le cuir est imprégné de produits chimiques, les gens ont des inflammations du pied, c'est une catastrophe, que finalement, il ne sait pas 3, c'est 4 qu'il en faut par an, que ça représente 8000 emplois en France, donc il va falloir que je réintègre dans mes coûts le coût des emplois perdus, le coût du traitement social du chômage, etc., etc., etc. Donc, ce que j'avais proposé, c'était d'avoir un modèle de décision qu'on construisait avec les entreprises, qui permettait de dire, voilà, si je paye plus cher, eh bien, ça se propage. Ce coût finalement n'est pas un coût, c'est un investissement dans la stabilité de l'ensemble du modèle. Et c'est un coût qui, en fait, est un investissement dans l'innovation. Ce qui permet, dans le cas de l'habillement, de soutenir la synergie entre le textile, qui est une activité à rendement décroissant et en déclin, et les nouvelles technologies. Par exemple, vous pouvez faire des chemises pour cardiaques avec des capteurs. Vous faites des chaussettes pour diabétiques qui vont éviter l'amputation. Vous pouvez mettre plein de technologies dans les textiles, faire des textiles intelligents, des tas de machins. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pas possible parce que le gars qui fait les marchés publics dit, moi, mon métier, c'est le droit. Je suis pas chargé de la politique industrielle. Viens pas m'emmerder, moi je fais du droit. Ben, tant qu'on fera comme ça, on va... droit inefficace. Ben, on se met une pelletée de terre sur la tête. C'est une logique d'esclave, c'est une logique de dominer, c'est une logique... C'est le contraire de ce qu'a fait l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était très innovant. Justement, vous aviez dit que c'était un avantage d'être en retard, mais nous, on fait le constat qu'on n'est pas en retard. Nous, on était en avance. C'est ça le problème. Mais pourquoi la France reste une grande destination pour l'investissement? Parce que les Français sont très innovants. Les Français, l'ingénieur français est très innovant. Il y a un climat favorable à l'innovation, mais pas au niveau de l'État. Vous travaillez, moi j'étais longtemps dans l'industrie, j'étais 12 ans dans l'industrie, l'ingénieur français, il est à la fois rigoureux, il est à la fois bordélique, il a tout, il sait, il y a plein de start-up. Quand vous travaillez avec les gens normaux en France, c'est vachement intéressant. Mais quand vous montez au niveau des élites de l'État, je ne vais pas dire ce qu'il faut en faire, mais il faudrait... Non, il n'y a pas les dirigeants qu'il faut. Et ces gens-là, ils vont finir par partir. On trouve pas... je retentais encore un cas cette semaine, une boîte qui travaille dans le domaine de la connexion, très bien, on a le modèle d'affaires, on a la clientèle, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 millions de besoins en fonds de roulement. Ça fait 20 ans qu'on traîne ce problème. Surtout depuis 2008, en fait, ça croît. Bon, le problème, c'est pas le financement de l'innovation initiale, c'est le problème du besoin en fonds de roulement. Alors, on a mis des guichets pour financer l'amorçage, l'innovation. Mais après, une boîte, elle va avoir développé ses produits. Elle va décrocher un grand marché, c'est le but. Pour financer ce grand marché, elle a besoin de BFR, de fonds de roulement. Donc, elle dit, voilà, où je trouve 2 millions. Elle ne va pas trouver 2 millions. Alors, au bout du compte, il y a un fonds qatari qui dit, moi, je mets 5 millions, et puis voilà. Donc, puisqu'on a un système bancaire, vous savez très bien comment il fonctionne, le système bancaire, il n'est pas au service des entreprises. Donc, on est en train de s'auto-détruire. Puis les gens partent, au bout du compte. Les gens partent. C'est normal, hein, à force de passer son temps à se prendre des coups sur les mains. Voilà, donc, conclusion, tout ça, il faut vraiment qu'on fasse, nous, une nouvelle génération. Moi, je pense qu'il y a rien à tirer des gens de ma génération de Guillaume, etc. Ça, il faut tirer la chasse. Non, ça, on a hérité d'un pays riche, on laisse un pays pauvre, avec des gamins qui seront plus pauvres que nous. Donc, c'était le contraire de ce qu'ont fait nos parents. Bon. Donc, il faut former une nouvelle génération. Savez-vous, il faut former une nouvelle génération qui a de l'ambition. Si on n'a pas d'ambition, c'est pas la peine. On ne sera pas des esclaves. Faites des chambres d'eau, des trucs, vous allez cultiver des trucs, des poireaux, faites du bio. Bon, c'est très bien. Mais vous serez dominé. Vous serez dominé. Bon. Si on ne veut pas être dominé, il faut vouloir ne pas être dominé. Et puis, il faut développer des compétences, cette intelligence de la technologie, qui ne soit pas de la technophilie béate, mais qui disent, voilà, la technologie, c'est des leviers de puissance.
C'est ce que Eric Reinert a très bien développé en histoire-économie. Les pays puissants, c'est ceux qui ont compris la puissance de la technologie et su développer les bonnes activités. Dans technologie, il ne faut jamais oublier qu'il y a la techné, ça c'est 20% en gros, c'est la partie technique. Mais c'est le logos, c'est l'intelligence. Est-ce que je comprends, est-ce que j'ai l'intelligence de la technologie? Est-ce que je comprends que ça, c'est pas un gadget, c'est un outil de puissance et que je domine ou je suis dominé? Et il y a le paramètre d'utilité aussi qui pèse énormément dans ce cas-là. C'est savoir bien utiliser ce qu'on... Oui, mais l'utilité, c'est bien sûr, c'est l'interface immédiate. Mais si au nom de l'utilité, je me laisse devenir, je donne toutes mes données, le but, ce qu'on va faire, c'est te développer des tas de machins où tu vas mettre tes données, et puis qu'est-ce qu'on en fait des données? On est sans arrêt en train de dire oui, est-ce que vous êtes hop pour partager les données? Et là maintenant, ça devient très compliqué, parce que si vous dites non, c'est que vous avez quelque chose à cacher. C'est ce qu'a dit Valls, avec la loi sur le renseignement. Elle dit oui, ceux qui ne voudront pas, c'est ceux qui auront quelque chose à cacher. Donc de toute façon, vous êtes coincé. Moi, ma stratégie, c'est de rien cacher. Si vous commencez à cacher, ça ne sera jamais caché. Ça ne sera jamais complètement caché. On saura que vous voulez cacher. Donc là, ça allume le petit clignotant, là. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas faire autre chose que... Moi, mon métier, c'est de former des têtes bien faites. Donc, moi, je fais mon métier et il faut former une nouvelle génération qui soit bien faite. Et la génération à faire, en gros, c'est les moins de 30 ans. Parce que je vois les jeunes cas de 35-45 ans, ils sont dans le parcours professionnel. Ils ont un management totalement stressant. Ils ont des jeunes familles, ils ont des gamins, ils ont des traites sur le dos et ils vont se coucher. Ils vont se coucher pour acheter la sécurité. Et vous voyez dans les entreprises des comportements caractéristiques qui reviennent. C'est le comportement BDE, le comportement bureau des élèves. C'est-à-dire à 40 ans, les séminaires d'entreprise, je pense ça très bien, on se saoule le samedi soir. C'est comme le bureau des élèves dans les grandes écoles. Donc c'est des comportements d'adolescents. C'est des gens qui n'arrivent plus à s'assumer en tant qu'adultes. C'est des comportements groupis. Donc c'est avant 30 ans qu'il faut se dire, voilà, comment on veut organiser notre vie. Est-ce qu'on veut avoir la maîtrise de notre vie? Après, vous pouvez très bien dire, je préfère être soumis. Autant, mais vous avez le droit de le dire, mais il faut l'assumer, c'est tout. Moi, je ne veux pas être soumis, moi. Monsieur Sourd, est-ce que vous avez d'autres questions? Une question rapide. Selon vous, c'est quoi la ville la plus intelligente du monde? Ah, pour l'instant, je pense que c'est Singapour. Singapour, parce qu'elle est pensée globalement. Singapour, il y a eu un très bon reportage sur Arte, ou je sais pas où, je sais plus quoi, dans une télé. Singapour, c'est une ville qui est vraiment... Alors, pour dire, j'aime pas Singapour, mais c'est une ville, d'abord, c'est une ville totalement sûre. Pour tous les gens qui ont vécu à Singapour, vous disent, il n'y a pas de criminalité. C'est zéro criminalité. Alors, c'est un État très fort, mais qui a défini ses règles de développement. D'abord, c'est une vision à long terme du développement à la chinoise. Ça repose sur l'intégration de la vie des habitants dans les systèmes techniques. Ça fonctionne comme ça. Hein. Alors c'est assez contraignant, vous n'avez pas le droit de manger dans... mon épouse, elle prenait le métro à Singapour, elle a commencé à sortir un sandwich, je lui ai dit non, c'est $1000 d'amende, tu manges un sandwich dans le métro. Bon, c'est très contraignant, mais c'est une vie agréable. Hein. C'est une vie agréable. Les gens qui ont vécu à Singapour, on garde un très bon souvenir. Alors c'est des grands machins, des grandes tours, des trucs comme ça. Alors, après, vous avez des éléments, bon, il y a des choses intéressantes qui se font à Nantes. À Nantes, ils font un truc intéressant, je n'ai pas eu l'occasion de l'étudier en détail, mais ils créent des monnaies locales. Parce que dans une ville, d'abord, si vous voulez faire des échanges, il faut de la monnaie, donc il faut créer de la monnaie. Et pour créer de la monnaie, vous n'allez pas attendre que la banque centrale émette de la monnaie. Donc il faut être indépendant des banques centrales. Et quand vous allez acheter une baguette de pain, le boulanger il va aller chez le boucher. C'est les circuits que montrent les Québécois. Là, c'est la monnaie, elle s'annule. On peut faire des monnaies locales. On peut créer des réseaux de proximité. On peut acheter localement.
On peut alors penser là j'ai les données sur la consommation d'énergie des villes. L'infrastructure, le truc le plus scandaleux, c'est les villes qui se disent villes vertes. Alors ici c'est ville verte, promenez au centre de Montpellier, c'est ouvert, il n'y a pas de pollution. Vous regardez la carte, c'est là, des émissions de CO2 liées au domicile, déplacement domicile, lieu de travail, mesurées au départ du domicile. Vous voyez, la couronne rouge, Paris. Alors vous avez Bobo City, avec le tram, la pelouse, etc., le vélo, et tout autour, c'est la ceinture rouge. La ceinture rouge, c'est pas parce que c'est rouge, c'est parce que c'est rouge, c'est les émissions de CO2. Le Bordeaux. Alors Toulouse, c'est tout rouge tout autour. Il y a des vélos autour. Les gens, il faut bien qu'ils habitent quelque part, qu'ils viennent travailler. Donc tant que vous n'arrivez pas à intégrer cette logique, tant de lieu de travail, et supprimer le besoin de déplacement qui ne sert à rien, eh bien, voilà, ça peut... C'est un travail qu'il y a à faire. Bon, à Grenoble, ça se fait un peu, il y a quelques réflexions. Il y a beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup d'éléments. Mais des villes qui se pensent vraiment comme villes, on est en train de démarrer des trucs au Maroc, il y a des projets en Tunisie, mais bon, moi je compte beaucoup sur le monde émergent. D'abord parce que ils ont envie de faire, ils ont envie de se battre. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous battre, vous serez battu avant de vous battre. Merci à vous.